L'éducation, l'enseignement supérieur en particulier, et la recherche d'ailleurs, sont au croisement des routes entre la compétitivité et la citoyenneté. C'est évident que la concurrence mondiale est très forte. Vous avez rappelé le classement de Shanghai, qui n'est pas très favorable à l'Europe. Il y a que 2 universités européennes, Oxford et Cambridge, qui sont dans les 10 premiers. Patrimoine vous parlera parce que fait la commission sur un ranking alternatif. Mais c'est vrai que ça pose en général un choc, aussi bien pour les grandes écoles qui sont, François Weil en est un produit, qui sont des spécificités françaises et dont nous sommes à juste titre très fiers, mais même ces grandes écoles n'arrivent pas dans les rangs supérieurs du classement de Shanghai. L'ensemble de la population étudiante du monde qui bouge, la France est le 4e pays. Il a été le 3e pendant très longtemps, et pas par hasard, et pas seulement maintenant, la Chine est devenue le 3e. Donc derrière le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine, la France est le 4e, c'est juste devant, pas trop loin devant, l'Allemagne et l'Australie, mais dans un autre. Et en termes de conséquences de ça, c'est qu'en France, 12% de sa population étudiante et 40% des étudiants engagés dans des programmes de recherche avancés sont étrangers. Et ça situe la France dans une situation très proche en termes de pourcentage du Royaume-Uni. La France a aussi un avantage peu connu, c'est que ses professeurs du secondaire sont très jeunes. Et je dis ça parce que l'Europe a un problème très très grave en matière de démographie. Mais est-ce que, par exemple, il faut vraiment 10 000 cours de master différents en France? Est-ce que ça aide au choix ou à la confusion des étudiants et des enseignants? Est-ce qu'effectivement, la composition des étudiants étrangers en France n'est pas particulière, hein? Je disais 12% des étudiants étrangers. Les étudiants en France sont étrangers, mais d'où viennent-ils? À 40%, ils viennent de la francophonie et 20% des pays de l'OCDE. Au Royaume-Uni, c'est l'inverse. Ça dit beaucoup sur l'attractif de la France avec la francophonie, mais est-ce que c'est un signe que la France attire l'excellence du monde, les talents internationaux? Je ne sais pas si vous êtes familier avec une nouvelle invention. Ça s'appelle le MOOC. M-O-O-C, Massive Open Online Courses. En français, comme toujours, sont des cours donnés à distance, par ordinateur. Alors ça semble simple, mais pour vous dire le potentiel que cela a, depuis 2 ans, c'est seulement depuis 2 ans, les premiers cours de ce type qui étaient donnés par les MIT l'année passée, avaient plus d'inscrits que les 150 années d'histoire du MIT. Les Européens ont déjà décidé qu'il y aura 2 domaines où les dépenses vont augmenter au lieu de se réduire. Et ça, c'est l'innovation, la recherche et l'éducation. Nous aurons un programme d'éducation pour l'avenir qui sera 40% plus important financièrement que ce que nous avons maintenant. Nous aurons à peu près 13 milliards d'euros au lieu de 9 pour la coopération et la mobilité en matière d'éducation. Malgré tout ce qu'on a dit aujourd'hui et tout ce qu'on peut imaginer sur la spécificité du cas français, les défis que nous avons en matière d'éducation sont drôlement similaires. Nous devons augmenter le nombre de gens qui arrivent à l'université, la qualité de l'enseignement, et nous devons regarder quelle est la gouvernance qui nous faut. Et en ça, je pense que ça peut être utile, mais ça reste de voir comment les mêmes problèmes sont gérés ailleurs. Je suis certain que quel que soit le destin de l'université en France, une internationalisation plus importante, une spécialisation plus importante sera un élément nécessaire. Nous avons en Europe les instruments de faciliter les consortiums entre universités, les alliances entre universités européennes et non européennes. Et nous avons les moyens de stimuler la mobilité en tant qu'instrument, lui aussi, de modernisation et d'internationalisation.